Bonjour à tous. Merci tout d'abord à Claire, Denis et Céline de m'avoir proposé. Alors, je sais déjà passé à la première slide, je suis désolée, en fait, il n'y a pas de clavier, donc je ne sais pas trop comment ça. Si. Bien, donc merci de m'avoir convié à participer à cette réflexion et donc en résonance, en écho avec Denis, je vais parler un petit peu donc des théories du care. Dans une division du travail qui n'a pas grand sens et dans cette journée, je pense que cette journée qui vient de passer, je vais quand même me charger un peu du soubassement théorique et puis laisser Denis venir enrichir ce soubassement-là en évoquant des choses qui sont plus proches du terrain. Bien, donc je voudrais commencer en rappelant quelque chose que peut-être certains d'entre vous savent déjà, qui est que le concept de care, qui est un concept anglo-saxon, n'est pas un concept spécifiquement lié aux soins hospitaliers, et qui est un concept qui, il me semble, est réductible en fait aux soins hospitaliers, puisque tout ce qui relève de ce que les sociologues appellent finalement le travail sur autrui, le travail avec autrui, peut en fait être conceptualisé en termes de care. Donc pour vous donner des exemples, le soin des enfants, le travail social, le travail éducatif peuvent être conceptualisés en termes de care et pas donc simplement le soin adressé aux personnes en situation de maladie ou de handicap. Par ailleurs, certains théoriciens, on pourra y revenir, proposent d'étendre le concept pour inclure le monde et les milieux de vie dans le concept de care, si bien que le travail domestique, le travail de nettoyage, le travail de maintenance, le travail d'urbanisme peuvent être considérés aussi comme du travail de care. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le concept de care est utile, je pense, pour éclairer certains aspects de la pratique soignante en milieu hospitalier, mais que bien évidemment, il ne suffit pas pour ce faire, puisque c'est un concept qui est plus général dans sa visée et sa portée. Alors du coup, ça m'amène à ma seconde sous-section. Le care est-il identique aux soins? Alors, la réponse, elle découle de ce que je viens de dire. Je dirais oui et non. Oui, si on entend le soin comme l'ensemble des gestes et l'ensemble des pratiques qui visent à maintenir ou à restaurer le bien-être, l'autonomie d'un être qui est vulnérable par définition. C'est une définition très très large de ce point de vue-là du soin. Mais non, si on considère que le soin vise la guérison et suppose la mise en œuvre d'un savoir scientifique et technique dont typiquement les médecins seraient les détenteurs. Alors c'est évidemment à cette non-coïncidence que renvoie la distinction dont je pense vous êtes familiers entre care et cure, distinction qu'on ne peut pas faire en tant que telle dans le vocabulaire français. Donc le care, si on prend cette distinction, c'est la réponse à la vulnérabilité en général. Il vise le bien-être, la restauration de la capacité d'agir de la personne, et on en parlera je pense tout à l'heure avec Céline Sandrin. C'est pourquoi on a proposé de le traduire en français aussi par d'autres termes que celui de soin, comme celui d'attention, de souci ou de sollicitude. Le cure renvoie plutôt du coup à la dimension scientifique et technique de la médecine et vise donc le retour à la santé du corps dans une conception très étroite. Alors, ces deux figures du soin, du coup, reposent potentiellement sur des visions non équivalentes de l'humain. Elles renvoient à des finalités différentes, elles mobilisent pour atteindre ces finalités des outils et des savoirs différents, mais il me semble aussi qu'elles sont bien évidemment complémentaires et qu'en pratique, la frontière tracée entre le care et le cure est particulièrement difficile à faire, et notamment dans les cas évoqués par Céline Lefebvre tout à l'heure, de maladies chroniques, de maladies agiles. Alors, deux idées de ce point de vue-là, pour vous faire rentrer en tension dans cette opposition traditionnelle. D'une part, je pense qu'on peut arriver que le care a une dimension thérapeutique, et il me semble que ça peut être l'un des apports des théories du care que de le montrer, et aussi l'un des apports d'une étude du travail de soins tel qu'il est pratiqué en classe que de le montrer. L'idée ici, c'est simplement que
la prise en considération de la singularité d'autrui, l'attention à l'ensemble des dimensions de sa vie et pas simplement à l'aspect simplement médical de sa situation, peuvent permettre en fait de mieux soigner. Et d'autre part, je pense qu'on peut aussi, dans la perspective du care, et pour relativiser toujours cette opposition, être amené à repenser le cure comme un moment du care, et je pense que c'est ce que vous faites dans le cadre des PASS, ce qui implique aussi d'inverser, sans doute, ou en tout cas de questionner la hiérarchie qui est traditionnellement posée entre le cure en tant que médecine technique et le care en tant que médecine soignante. Donc là, évidemment, que dans la perspective du care, la guérison, si elle est possible, ou l'allègement des souffrances, soit des aspects mineurs, mais bien entendu, du point de vue du care, l'idée c'est que ces finalités sont à replacer dans le contexte d'une vie, celle du patient, qui ne se réduit lui-même jamais à n'être qu'un patient, qui est une personne, qui est pris dans un réseau relationnel, pris dans des objectifs de vie, détenteur de droits, porteur d'aspiration, et c'est évidemment cette globalité-là qu'il s'agit de ressaisir. Bien, alors, ce que je voudrais simplement dire ici, ça sera assez simple et assez rapide, c'est vous donner peut-être une idée de ce que les théories du care, donc vous voyez que la portée est beaucoup plus assez large, peuvent apporter du coup aux soignants. Alors, il me semble que comme d'autres théories qui sont évoquées aujourd'hui, ces théories du care peuvent apporter premièrement des outils pour décrire l'activité. Et ça, il me semble que c'est très important et que c'est un enjeu dans le contexte institutionnel actuel, que les soignants puissent porter aussi une parole qui mette au jour des aspects de leur activité qui ne sont pas nécessairement perçus ou valorisés. Et il me semble que dans cette continuité-là, les théories du care peuvent aussi nous donner des pistes, même si elles restent assez générales, pour penser des transformations, des contextes dans lesquels le soin s'opère. Et évidemment, j'essaierai de montrer, pour finir, que ces transformations-là, elles sont déjà à l'œuvre dans certains secteurs du monde hospitalier, et que les PASS peuvent être considérés comme exemplaires de ce type de transformation. Donc j'irai très vite ici, simplement pour rappeler qu'est-ce que le care. Donc le care, c'est une notion qui a été forgée par une psychologue morale qui s'appelle Carol Gilligan, qui écrit donc à la fin des années 70, au début des années 80 aux États-Unis, en réaction à une sorte, ce qu'elle perçoit comme un consensus dans la psychologie morale de son temps, qui consiste à décrire, disons, le développement moral et ce qu'est la morale d'une certaine manière. Donc j'y reviendrai, cette manière contre laquelle elle va écrire, c'est l'éthique de la justice. Et donc, le travail de Gilligan, ça va être de montrer qu'en fait, il existe ce qu'elle appelle une voie différente, une orientation morale, qui a été classiquement passée sous silence, et qui pourtant est absolument essentielle pour rendre compte de la vie morale des agents. Alors cette attitude morale, qu'elle va appeler l'éthique du care, repose sur l'attention à autrui, et se caractérise par un souci du bien-être et du point de vue d'autrui, ainsi que par l'idée selon laquelle moi, en tant qu'agent moral, j'ai une responsabilité vis-à-vis d'autrui. Je ne peux pas faire abstraction des relations qui nous unissent, et donc je dois répondre à autrui. Alors c'est une éthique, l'éthique du care, qui est une éthique contextuelle, au sens où l'agir moral n'est pas décrit en référence à des principes a priori qu'il s'agirait d'appliquer à une situation donnée, mais au sens où l'agir moral doit être compris d'abord comme une capacité à lire et à comprendre dans une situation donnée des éléments qui sont pertinents pour définir l'action qui convient. Donc c'est aussi la dimension contextuelle, une manière de tenir compte du fait que les situations auxquelles les agents moraux sont confrontés sont complexes, sont mouvantes, et que donc voilà, il faut faire preuve de discernement, de sagesse pratique pour pouvoir y apporter une réponse qui convient. Dernier point important qui caractérise l'éthique du care, c'est le fait qu'elle repose sur une anthropologie relationnelle, autrement dit sur l'idée selon laquelle les sujets humains sont des sujets en relation, des sujets vulnérables qui dépendent les uns des autres pour devenir ce qu'ils sont et pour mener à bien un certain nombre de projets.
Donc c'est évidemment décisif parce que c'est cette interdépendance et la vulnérabilité avec laquelle elle va de pair qui, du point de vue de l'éthique du care, suscite, appelle et légitime l'action morale. Enfin, dernier point donc, sur lequel Liliane va insister, c'est le fait que l'éthique du care se distingue, et non s'oppose, mais se distingue au moins de l'éthique de la justice, justement parce qu'elle perçoit le sujet auquel il s'agit de répondre d'une manière légèrement différente. Dans l'éthique de la justice, il s'agit de traiter autrui comme un égal, parce qu'il est un être rationnel et autonome. Dans l'éthique du care, il s'agit de répondre à la vulnérabilité d'autrui, qui est perçue comme étant alors mon égal du point de vue de la valeur morale qui est la sienne, mais pas forcément mon égal du point de vue des capacités qui sont les siennes dans la situation où il se présente à moi. Alors, l'autre théoricienne importante qui peut-être nous rapproche du monde du soin et que je voudrais évoquer rapidement, c'est Joan Tronto. Donc Joan Tronto écrit 10 ans après Carol Gilligan et elle va être très importante aussi dans la définition des éthiques du care. Elle va notamment permettre de recentrer la définition du care, disons, d'une définition centrée sur l'attitude à une définition centrée sur les pratiques. Donc on dit souvent que Tronto propose une définition du care qui est matérialiste, parce que pour elle, le care, c'est pas d'abord, comme elle dit, une préoccupation intellectuelle, une manière de considérer autrui, c'est un travail, c'est un genre de pratique sociale par le biais desquelles on répond effectivement à la vulnérabilité d'autrui. Et donc évidemment, dans la conceptualisation de Tronto, la dimension du soin, et la dimension du soin, y compris en milieu hospitalier, devient centrale, même si Tronto souligne que le care tel qu'elle le conçoit ne se limite pas aux soins ainsi conçus, puisqu'il désigne en fait l'ensemble des activités qui sont destinées à répondre à un besoin ou à une vulnérabilité avérée et à maintenir un vital et à réparer les corps, les subjectivités et le monde dans lequel nous vivons. Alors, l'autre apport de Tronto, outre ce recentrage sur les activités, c'est la distinction qu'elle va proposer de faire, qui est une distinction analytique, donc en pratique les choses sont toujours un petit peu plus compliquées, un petit peu plus mélangées, entre différentes phases du care, qui reposent sur différents types de dispositions chez les agents moraux. Donc, toute activité de care commence par une phase qui est celle du souci, où il s'agit de repérer qu'un besoin est là, qu'une vulnérabilité est là, à laquelle il s'agit de répondre. Et ça suppose de la part du caregiver de l'attention, une capacité à identifier dans la situation qu'il fait face la survenue d'une vulnérabilité qui lui incombe de répondre. Deuxième temps du care, c'est la phase de la prise en charge, où il va s'agir de définir les moyens pour répondre aux besoins ou à la vulnérabilité qu'on a identifiée. Et ça, c'est une phase, dit Tronto, qui suppose d'assumer une responsabilité pour autrui. Troisième phase, c'est celle du prendre soin, donc c'est la phase à laquelle souvent on associe les soignants, mais en fait les soignants généralement prennent en charge l'ensemble du processus, évidemment. On associe souvent le prendre soin aux soignants tout simplement parce que c'est à ce moment-là qu'a lieu véritablement le travail sur autrui, le travail au contact du destinataire de care, qui suppose, et ça c'est très important pour Tronto, une compétence. Donc le care n'est pas naturel, le care n'est pas une disposition innée, ça suppose des savoir-faire, des savoirs, qui s'acquièrent notamment, mais pas seulement par le biais de la pratique. Et j'ajouterais au regard de travaux qui sont consacrés au travail de care que cette phase suppose aussi de la créativité, ça me semble aussi très important. Enfin, la dernière phase, c'est la réception du soin, qui engage donc celui auquel on s'adresse dans le soin. Et l'enjeu ici, c'est de déterminer si oui ou non la manière dont on a répondu aux besoins qu'on avait identifiés est pertinente. Et ça suppose, et c'est aussi très important d'un point de vue moral, de prendre en compte la voix ou le point de vue du patient. Alors, j'irai très vite sur la suite, puisque je n'ai pas trop de temps. Simplement pour attirer votre attention sur le fait que cette conception du care, elle est intéressante parce que c'est une conception individuelle et sociale. C'est-à-dire que le care, c'est toujours une action qui est mise en œuvre évidemment par des individus, mais la capacité des individus ou des agents à déployer un care qui soit moralement satisfaisant est en fait fondamentalement lié au contexte dans lequel il se situe et en particulier au contexte organisationnel.
Alors, Toronto a beaucoup montré, par exemple, que si on prenait en compte ce double niveau, individuel et social, on se retrouvait face à des paradoxes qui sont criants, qui sont caractéristiques de nos organisations sociales à différents niveaux. Premier paradoxe, c'est que le care est omniprésent mais invisible. Omniprésent parce que, évidemment, le monde commun et les subjectivités reposent sur le travail de care que font les uns et les autres au quotidien. Et en même temps, ce travail ne se voit pas. Il n'est pas, reconnu. Alors, il ne se voit pas parce que l'une des clés de sa réussite, c'est précisément de ne pas se voir. On se rend compte que le care n'est pas présent quand il manque à être là, bien sûr, mais il ne se voit pas, et c'est le second paradoxe, aussi parce qu'il est peu reconnu, il est peu valorisé dans les sociétés qui sont les nôtres. Alors, c'est ce que Pascal Mounier, par exemple, souligne en attirant notre attention sur le fait que le travail de care est un travail inestimable. Inestimable parce qu'il est extrêmement difficile à formaliser et à mesurer, mais inestimable évidemment aussi parce qu'il est absolument décisif pour tout un chacun. Et pourtant, malgré cela, et je pense que Denis va aussi en parler, c'est un travail qui est non reconnu, non valorisé, et il suffit, pour s'en rendre compte, de regarder celles et ceux à qui le plus souvent il est dévolu. C'est vrai quand on regarde la société dans son ensemble, les métiers du care, alors bien sûr beaucoup de métiers comportent une part de care, ça c'est évident. Et c'est aussi une manière de dire que l'opposition pure care est vraiment à nuancer, mais disons que les métiers qui sont associés au care de manière centrale, les métiers par exemple d'assistante maternelle, les métiers d'aide-soignante, les métiers du nettoyage ou de la maintenance sont très peu valorisés, sont très peu payés, sont très peu reconnus. Dans l'institution hospitalière, il y a une inversion proportionnelle de la valeur. Plus le métier est technique et repose sur des savoirs théoriques, plus il va être valorisé. Plus au contraire il repose sur des savoir faire et des compétences relationnelles, plus il va être dévalorisé. Donc, le care est un travail exigeant, et je terminerai sur ce point-là. Ce qu'on peut tirer, je pense, et on peut en rediscuter, mais l'apport principal des théories du care, en croisant justement cette réflexion au niveau individuel et au niveau social, c'est de nous montrer que si l'on veut que le care soit bien fait, il y a tout un tas de conditions organisationnelles qui doivent être remplies. Et le slogan auquel on pourrait ramener tout ça, c'est l'idée que prendre soin des patients, c'est prendre soin des soignants. Donc cette articulation-là, elle est centrale dans les théories du care, et prendre soin des soignants, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire évidemment reconnaître l'importance du travail de care, favoriser la confiance entre les soignants, qui est la condition nécessaire à la créativité dont on parlait tout à l'heure, qui est absolument nécessaire et centrale dans les activités de care. Et dernier point, inclure toutes les voies, c'est-à-dire reconnaître, et c'est en cela à mon avis que les phases sont des lieux exemplaires de mise en pratique des grandes idées des théories du care, même si ce n'était pas une évidence au départ pour ses promoteurs, mais inclure toutes les voies, c'est l'idée que comprendre évidemment les besoins des personnes, en particulier quand elles sont en situation de vulnérabilité multiple, demande de prendre en considération les points de vue de l'ensemble de ceux qui interviennent auprès d'elles, et sans doute aussi des patients eux-mêmes d'ailleurs. C'est peut-être quelque chose sur lequel il faut encore avancer. Et donc aussi venir questionner des hiérarchies professionnelles et des habitudes de travail que l'institution hospitalière a historiquement mises en place pour des raisons qui sont aussi, pas que des mauvaises raisons, mais qui demandent à être mises en place. Et donc c'est notamment de ça que Denis va